Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, est René Bouchara, designer, scénographe, architecte d'intérieur. Il est l'auteur de La Flèche de Notre-Dame, un projet abandonné. C'est aux éditions Cubique. Les monuments sont une source d'identité pour les peuples qui les admirent, qui les vivent, qui en vivent. Au premier rang desquels Notre-Dame de Paris. Peuple doit être bien sûr entendu au sens large, car de cette cathédrale, chacun peut faire sa maison. Fallait-il réinventer Notre-Dame de Paris par un geste architectural ? Souvenez-vous, au lendemain de l'incendie, un concours avait été annoncé, une polémique s'était aussitôt ensuivie. Il fallait finalement rebâtir la flèche à l'identique. Ce recours à l'identique dans une société ivre de mobilité dit que Notre-Dame de Paris doit rester à l'écart des passions contemporaines. Mais pouvait-on quand même graver dans la pierre la mémoire du drame du 15 avril 2019 ? C'est ce que voulait faire justement René Bouchara, designer qui est avec nous aujourd'hui, qui a travaillé pour le pianiste canadien Glenn Gould ou le couturier Karl Lagerfeld, et qui donc se hasarde sur un terrain. Il me disait tout à l'heure qu'il sortait quelque peu de sa zone de confort, mais il en a tiré justement une réflexion autour de la flèche de Notre-Dame qu'il voulait en quelque sorte ceinturer par un chapelet de lumière. Bonjour René Bouchara. Bonjour Louis Dauphren. Peut-on revenir sur cette flèche telle que vous l'auriez imaginée, telle que vous l'auriez désirée ? Alors, d'abord, j'ai envie de dire que la flèche était l'élément d'évidence pour positionner ce projet, mais que ça n'était pas l'idée de reconstruire la flèche et de la modifier. C'était vraiment d'intégrer un élément dans cette flèche pour raconter une histoire. Et une histoire qui me semblait importante à raconter. Le mot monument signifie en latin la mémoire, incarner la mémoire. Et je pense que ce qui s'est passé le 15 avril était suffisamment important pour que l'on puisse graver dans ce grand livre de pierre la mémoire de cet instant. Et donc tout partait de là. Maintenant, il y avait un concours, mais comme vous le dites vous-même, auprès de qui fallait-il concourir ? Alors, il y avait un concours, mais le concours a été effacé au lendemain ou au surlendemain, parce que, comme vous le savez, il y a eu de nombreux projets qui ont été présents sur la toile et qui ont inondé la toile avec des choses un peu invraisemblables, un peu extraordinaires. Un jardin suspendu, une piscine intérieure à la place de la charpente, des choses comme ça. Oui, un flambeau à la place de la flèche, des choses, des visions qui étaient un peu différentes de ce que l'on pouvait imaginer, et c'est à juste titre, puisque c'était l'école de la table rase. Et je pense que elles ont encouragé les Français à faire ce qu'ils ont fait lors de nos dernières élections, c'est-à-dire de ne pas voter pour un président, mais voter contre un président. Donc les gens ont voté massivement contre ces idées qui étaient tellement différentes. Ils ont préféré, et le consensus a été évoqué certainement à l'Élysée, et plutôt que d'annoncer le retrait de ce concours, rien n'a été dit. Et le Sénat, au mois de juillet 2019, a voté la reconstruction à l'identique. Mais René Bouchara, le concours aurait pu avoir lieu. La question que vous vous posez, c'est dans quel terme il aurait fallu l'organiser ? Alors, je ne suis pas... Le problème, c'est que lorsque l'on pose les questions, j'ai deux paradoxes, j'ai deux problèmes importants. Le premier, c'est de dire comment reconstruire à l'identique tout en modifiant. Donc ça, c'est déjà une réelle difficulté, mais... Le second me paraît encore plus grand, et je l'ai mis de côté lors de la conception du projet. À qui présenter un projet de concours pour un concours qui n'existe pas ? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Mais il aurait pu être organisé d'une manière ou d'une autre. On aurait pu en rédiger les termes, les conditions. Oui, certainement, mais qui aurait statué en dernière analyse ? C'est ça que vous voulez dire ? Oui, je pense, oui, la difficulté. Enfin, on en revient à l'histoire vous évoquez les pèlerins, le peuple, les gens qui visitent. Alors peut-être c'eût été un référendum et un vote national, mais c'est un peu complexe comme prise de décision. Vous dites qu'il y a deux écoles, en fait, par rapport à Notre-Dame de Paris. Si on doit résumer, il y a un petit peu les classiques et les modernes, les tradis, les progressistes, et les uns ne sont pas suffisamment attentifs aux autres, dans les deux cas. Oui, il y a deux écoles se dessinent vraiment au lendemain de ce drame. La première école, effectivement, c'est celle de la table rase, et c'est de décider de faire un geste architectural. On voit que ces dernières années, on a eu un phénomène planétaire qui est le phénomène des starchitectes qui bâtissent des
une architecture absolument incroyable, et je pense que ça a été un peu la volonté. Les gens se sont exprimés, ont fait des projets fantasques, et à côté de cela, vous avez la deuxième école qui est beaucoup plus posée, et beaucoup plus... C'est un peu l'école des sages qui regardent attentivement et qui se disent non, l'église, la cathédrale a existé en tant que tel, même si il y a un projet originel et un projet original, on peut le dire ainsi lorsqu'on parle du XIIe siècle et ensuite du XIXe. Il y a ce respect fondamental de ce qu'est et ce que doit être cette cathédrale. Donc ça, c'est la deuxième école. Donc il y a une opposition entre ces deux écoles, et pour autant, je pense qu'il y avait peut-être une troisième école qui n'est pas vraiment un mixte des deux, mais qui est une école qui est respectueuse, qui est attentive, qui a une compréhension de ce que signifie la cathédrale. Vous voyez, la cathédrale, elle est bâtie sur, je dirais, trois valeurs essentielles. Alors bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais les trois qui sont comme des piliers. Premièrement, vous avez la valeur historique, qui est quand même très intéressante. Alors je ne les mets pas dans un ordre, uniquement je les cite. La valeur spirituelle et la valeur esthétique. Donc ce sont fondamentalement, ce sont les trois piliers. C'est ce qui fait tenir cette cathédrale et qui fera que elle a un cachet d'éternité. Alors René Bouchara, la flèche. D'abord, la flèche de Viollet-le-Duc n'est pas la flèche, on le sait, n'est pas la flèche originelle. Les 750 tonnes qui se sont effondrées ce 15 avril 2019 ne commandaient pas l'architecture d'origine, en fait, puisque il y avait avant une autre flèche. Et puis, on se souvient aussi qu'avant Victor Hugo, Notre-Dame a été laissée vraiment à l'abandon, dans un état terrible, ce qui d'ailleurs peut-être nous invite à méditer sur la manière dont la tradition était perçue par nos anciens. Et peut-être que c'est aujourd'hui qu'on a un goût de la tradition extrêmement fort, hein, et de la réplique à l'identique. Peut-être aurait-on fait autrement à une autre période. Mais comment était la flèche avant celle de Viollet-le-Duc? Beaucoup plus courte? Alors, elle n'était pas beaucoup plus courte, elle était plus courte. Faut remonter à l'origine de Notre-Dame. Notre-Dame, vraiment, a été conçue pour mettre Paris sur la carte de la France, en partie. Donc, c'est un accord entre l'État et l'Église, hein, puisque à l'époque, il fallait lever beaucoup de fonds pour entreprendre ce projet. C'est un projet qui, curieusement, n'a pas d'architecte à l'origine, enfin, pas d'architecte connu. C'est-à-dire qu'on n'a aucune trace à la fois de dessins et à la fois des noms. Il faudra attendre encore quelques décennies pour qu'il y ait de Chelles et d'autres architectes qui vont prendre le relais. Mais les premiers dessins, on ne les connaît pas. Donc on a cette première flèche qui est plus petite, mais qui est quand même assez grande. Et lorsque Viollet-le-Duc, donc je vais juste passer un petit détail, c'est que je pense que c'est en 1793 qu'on démonte la flèche originelle, puisqu'elle est en train de basculer, comme vous le dites, 750 tonnes, c'est quand même relativement complexe. Elle est placée au transept, donc elle est sous le vide, et elle répartit sa masse sur les 4 piliers. Donc à l'époque, bon, elle a déjà tenu quand même quelques siècles, et elle menace de tomber, donc on la démonte, et donc Notre-Dame va vivre 70 ans sans flèche. Lorsque Viollet-le-Duc entreprend de dessiner la nouvelle flèche, Paris a évolué. Et autour, il y a des bâtiments qui sont imposants. Donc, sa décision, qui est assez juste, est de dire, mais eh bien, je dois faire quelque chose qui puisse redonner un peu dorer le blason de Notre-Dame, et qui puisse être présent. Et les proportions, aujourd'hui, bon nombre de gens ne savent pas que c'est... que cette flèche n'était pas authentique, mais force est de constater que Viollet-le-Duc a fait un travail exemplaire de compréhension de l'art médiéval, de l'art gothique, et il l'a manié, et il en a fait quelque chose d'absolument remarquable. Alors, tout en restant fidèle à l'esprit de Viollet-le-Duc, dites-nous ce que l'on aurait pu ajouter à cette flèche, ce que vous auriez voulu ajouter, et qui représente en fait un chapelet de lumière. Expliquez-nous. Alors oui, l'idée pour moi a été... au lendemain donc de l'incendie, il y a un constat qui est important. Et ce constat important, c'est de voir que il y a un feu sacré, mais il y a aussi des centaines de millions de feux sacrés. Ce sont tous les gens qui ont
communier de façon universelle après l'incendie. Et ça, c'est important parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même quelque chose d'unique. Donc, l'idée pour moi était de trouver quelque chose qui puisse être la mémoire de cet instant. Alors, j'ai voulu, et ça, c'est une partie de la complexité de ce projet, j'ai voulu faire quelque chose qui ne soit pas le dessin d'un designer ou d'un architecte, mais quelque chose qui vienne directement de l'Église. Donc, il a fallu s'inspirer du langage de l'Église. Et le chapelet a été une évidence. Et cette évidence m'est parvenue dans un livre. Il a fallu que je lise 53 livres sur la cathédrale. Et dans Le génie du christianisme de Chateaubriand, il parle des basiliques toutes moussues. Donc, il parlait de cette mousse. Et finalement, la mousse, ce sont ces décors, ces aspérités de pierre. Et donc, je me suis dit, mais voilà, il faut que je trouve quelque chose qui puisse se fondre dans ce détail. Donc, le chapelet a été... il a été doublement, triplement intéressant. Il a été très intéressant parce que il me permettait de créer un anneau qui est une sorte d'alliance, qui est une sorte d'expression de ce que je voulais raconter comme histoire. Ensuite, le chapelet, ce sont des prières à la Vierge Marie, donc on est tout à fait à propos par rapport à Notre-Dame. Et ensuite, il me permettait aussi d'emprunter à l'Église le halo, la sainteté, puisque pendant la journée, ce chapelet, qui mesure pas grand-chose, puisque chaque grain ne mesure que 28 cm, il y en a 56, contrairement au chapelet traditionnel qui en fait 59, mais 56 parce que la flèche est octogonale, donc c'est 7 x 8, 56. Chaque grain n'est pas réellement visible, parce que 28 cm sur un édifice qui mesure 96 mètres, effectivement, c'est tout à fait minimaliste. Ensuite, c'est à la nuit venue qu'on découvre ce chapelet. Pourquoi? Parce que chaque grain est doté à l'arrière d'une lentille de verre qui permet l'illumination de la gorge étant l'anneau qui tient tous ces grains. Donc, c'est un message qui est fort et clair. Donc, ça serait vu la nuit, en fait, René Bouchara. Absolument. Et c'est très important parce que lors de la conception de Notre-Dame, la nuit, elle dormait. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez des éclairages qui sont ceux qui sont, mais qui ne sont pas originaux. Et donc, l'idée, c'était que quelqu'un qui vienne voir la cathédrale pour la première fois ou pour la seconde fois ou la énième fois, il ait quelque chose qui lui soit adressé. Et c'était réellement un message de gratitude. C'est une façon de dire merci et une façon d'incarner dans ce grand livre de Pierre la mémoire de cet instant. Alors, René Bouchara, cet anneau, il se trouve entre les deux galeries de la première et la seconde galerie. La première et la seconde galerie. Et donc, ces 56 grains qui sont à la fois en verre et en métal. En métal. Et donc, rétro-éclairé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opération humaine pour pouvoir intervenir sur ces grains. Il y avait aucun... Oui, bien évidemment, il y a énormément de questions techniques qui se sont posées et on a mis un certain temps à trouver des réponses et à travailler avec les gens de là. On a travaillé avec les compagnons du devoir sur la stabilité de l'ouvrage et sur l'éclairage. L'éclairage se fait par l'intérieur. On a un tuteur dans lequel on a la lampe LED, et la beauté, pour rentrer dans le détail, c'est que chaque grain est un reliquaire aussi, puisqu'il porte gravé à l'intérieur un message d'un peuple. Donc, lorsque la lumière, on éclaire la cathédrale, eh bien, la lumière se projette sur le réflecteur et s'imprègne de ce message, et ce sont tous ces messages qui brillent dans le ciel parisien. En tout cas, ça correspond, ou ça aurait correspondu, puisque je rappelle que ce projet n'a pas été retenu, de même qu'aucun projet, finalement, n'a été sérieusement étudié, en réalité, dans cette histoire. Oui, et pour certains, je dirais tant mieux. Pour le mien, c'est bien dommage, mais c'est la réalité de la vie. Et ça permet, René Bouchara, en tout cas, de hiérarchiser les intentions dans les projets, puisque ça n'a rien à voir avec d'autres projets qui ont pu paraître fantaisistes. Là, on a compris l'esprit que vous vouliez insuffler à cette flèche. Et puis, ça correspond aussi à ce que les gens sont en mesure d'accepter aujourd'hui quand ils voient, par exemple, des monuments illuminés. L'illumination des monuments la nuit, tout le monde trouve ça superbe, c'est tout à fait fédérateur.
Oui, oui, je pense qu'il y a, encore une fois, je crois que l'idée a été celle d'écouter la cathédrale, d'essayer de comprendre les messages, les différentes choses, et d'être vraiment respectueux, et d'essayer d'écrire une page qui semblait nécessaire dans son histoire, et ni plus ni moins. Un quotidien avait titré, je ne sais plus à quel propos, on n'y verra que du feu. Oui, Libération avait trouvé ce titre. Effectivement, on est dans une ère numérique où les choses apparaissent aussi vite qu'elles disparaissent. Donc, c'est ainsi que cet incendie disparaît 5 ans plus tard. Voilà, on a une cathédrale qui est flambante neuve, mais on n'a pour autant pas la trace de ce qu'il s'est passé à l'échelle de l'humanité. Il faut comprendre une chose, enfin, elle me semble à peu près évidente aujourd'hui, c'est que si ce monument est né en France, je pense que le 15 avril 2019, ce monument a illustré qu'il appartenait à l'humanité tout entière. Merci beaucoup René Bouchara. Et si ce projet justement vous intéresse, si jamais ce projet d'ailleurs peut avoir d'autres, pourquoi pas d'autres débouchés, d'autres monuments, hein, puisque vous fournissez aussi un cahier de photos qui permet d'en prendre la mesure, eh bien reportez-vous donc à la Flèche de Notre-Dame, histoire d'un projet abandonné. C'est aux éditions Cubique. René Bouchara est designer, scénographe et il habite Paris. On peut le retrouver aux alentours de Bastille, puisque vous êtes près du port de l'Arsenal. Merci beaucoup René Bouchara d'être venu pour nous faire partager cette contribution.